Hello, Ouais. je sais pas s'il y a du monde qui est déjà... Ah si. Bonjour tout le monde, ceux qui sont déjà connectés. Pour savoir si vous nous entendez bien, je veux bien que quelqu'un mette dans la partie de chat un petit message pour me dire un petit oui. Ah cool, parfait. Merci Charlotte. On attend un tout petit peu qu'il y en ait un peu plus qui se connectent en live. On allume la lumière ou pas? Et ben, bonjour à tous, parce que du coup, on n'a même pas dit bonjour. On est timide au début. Mais non. Bon, on va commencer gentiment. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce petit webinaire. Alors rapidement, moi c'est Tiffany, la responsable marketing de Cherry Nous, on place les freelances de la tech chez les clients finaux. Donc, on vous trouve des missions qui vous correspondent au niveau des compétences, mais aussi de la personnalité, pour vous trouver des missions et des entreprises qui correspondent à vos valeurs et à votre façon d'être. Et aujourd'hui, on a invité les deux fondateurs de Nomad Pass pour parler un petit peu de remote et de digital nomade. Et je vous laisse vous présenter un petit peu rapidement tous les deux. Ouais, vas-y, je commence. Salut, moi c'est Jeanne, j'ai 31 ans, je suis freelance depuis bientôt 2 ans et je suis social media manager et créatrice de filtres Instagram. Et moi, c'est Ludovic, j'ai 29 ans depuis peu, le 12 septembre, et je fais de la publicité sur Facebook et Instagram donc pour mes clients. L'acquisition principale pour différentes typologies de clients. Ok, cool. Pour rappel, du coup, vous pourrez poser toutes vos questions pendant le webinaire dans l'onglet questions. Et soit je les poserai au fur et à mesure, soit je poserai celles qu'on n'a pas pu aborder tout à la fin. Et on a choisi de faire un webinaire sur ce sujet-là parce que de base, de plus en plus de personnes travaillent en télétravail. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent bosser de n'importe où dans le monde. Avec la crise, on a vu que il y a de plus en plus de gens qui aiment bien rester bosser chez eux, qui veulent bosser à la campagne ou à l'autre bout du monde. Les entreprises font quand même plus confiance maintenant à ce que les employés et les consultants travaillent pas forcément au bureau, même si pour certaines c'est encore un peu compliqué de faire confiance, mais ça on va l'aborder. Et du coup c'est pour ça qu'on a voulu se faire ce webinaire pour savoir qu'est-ce qui est fait pour vous, comment on est efficace en télétravail, comment on est efficace quand on bosse sur une plage à Bali, etc. Les outils à utiliser et surtout comment convaincre les clients qu'ils peuvent bosser parfaitement bien avec vous, même si vous êtes à l'autre bout du monde et que vous les voyez pas en vrai, quoi. Du coup, et plus, on n'a pas présenté ce qu'on... Enfin, on a dit que c'était nous en tant que freelance, mais du coup, en gros, on a monté Nomad Pass depuis qu'on s'est lancé en freelance. Donc, c'est un média qui aide les gens à devenir digital nomades. On a décidé de le monter en essayant nous-mêmes de devenir digital nomade pour voir quelles questions on allait se poser, quels problèmes on allait rencontrer pour essayer de le résoudre et aider les gens à leur tour. Et en termes du coup de contenu, on a un compte Instagram, on publie régulièrement et une chaîne YouTube et on écrit aussi un mail tous les lundis. Donc voilà, c'est un écosystème pour vous aider pour ceux qui veulent devenir digital nomade. Cool. Et là, ça fait combien de temps du coup que vous êtes digital nomade? Bientôt 2 ans, je crois. Bientôt 2 ans, ouais. Et vous kiffez toujours autant? Toujours. Ouais, même plus, je pense. Ouais, moi, plus parce que au début, c'est quand même plus compliqué parce que tu changes complètement de vie et puis tu as quand même des peurs. Est-ce que tu vas trouver des clients? Est-ce que tu vas réussir à en vivre? Et maintenant qu'on en vit et qu'on a réussi, clairement, c'est juste du kiff, quoi. Ok, trop cool. On va commencer par la première grande question. Comment savoir si c'est fait pour moi de travailler tout le temps en télétravail chez moi ou dans un espace de coworking ou carrément en digital nomade? Pour vous, c'est quoi les questions à se poser, etc.
C'est marrant, on avait déjà abordé le sujet dans un de nos mails. Et après, peut-être nous, c'est pas l'exemple à suivre. Nous, on a pris vraiment le parti de le faire directement, en disant qu'on allait quitter nos boulots pour partir et du coup tenter l'aventure directement. Mais nous, ce qu'on préconisait, c'était de tester soit sur une petite échelle de temps, ou soit dans un endroit qui est pas forcément très loin de chez soi, par exemple où il n'y a pas forcément un gros décalage horaire, et pour voir si ça nous plaît. Typiquement, il y a pas mal de gens là avec le confinement qui ont été forcés un peu de faire du télétravail, et du coup ils ont ancré un peu dans leur tête que le télétravail c'est ça, et quand t'es pas forcément préparé, tu peux te dire que ouais, en fait c'est pas top au final. Alors qu'en fait si tu fais cet effort de te préparer, de te dire en amont, je vais tester sur une petite période de temps et je vais m'organiser, là en fait je pense que tu peux voir si ça te plaît ou pas. Ok. Je sais pas si tu veux ajouter des choses. Mais pour compléter, moi je dirais commencer à voir ce qui est fait pour toi. C'est clair que ça va dépendre de chaque personne. Il y a des personnes qui n'aiment pas travailler seules, qui n'aiment pas se retrouver tout seul chez eux, ce que je peux comprendre. Donc pour ça, il y a d'autres solutions. Tu peux d'autres freelances qui font les mêmes choses, enfin pas forcément la même chose que toi, mais juste d'autres freelances et aller faire des sessions de coworking avec eux. Tu peux aller dans des coworking, tu peux aller dans des cafés. Le fait d'être seul, souvent, ça aide aussi à rencontrer quand même pas mal de gens. Moi, quand je bosse seule dans les cafés, il y a toujours d'autres personnes avec leurs ordi qui vont regarder un peu ce que tu fais. C'est facile de leur dire salut, toi aussi t'es freelance, et puis d'entamer la discussion. En plus, la solitude, c'est un sujet qui revient souvent quand t'es freelance, donc c'est là où ça devient intéressant. C'est une vraie communauté pour moi, les freelances, donc t'es jamais vraiment tout seul au final. Ouais, clairement. Et après, voilà, comment choisir, ça dépend vraiment de tes goûts. Je pense qu'en effet, il faut tester sur des petites périodes qu'est-ce qui est le mieux pour toi, qu'est-ce que tu préfères. Je vais donner mon exemple, mais moi, il y a des jours où j'ai besoin de me retrouver toute seule dans l'appart et bosser toute seule de chez moi parce que j'ai besoin de concentration. Il y a des jours où j'ai envie d'être dans un café parce que j'ai pas de call, parce que parce que je sais que ce que je dois faire l'après-midi, par exemple, il peut y avoir de la musique autour, ça me gênera pas. Parce que j'ai envie de voir des gens, parce que j'ai envie de boire du café en même temps, j'ai envie de… Voilà, donc ça dépend vraiment de toi et même peut-être du jour où tu bosses, quoi. Ouais. Mais ça se teste, quoi. Parce que le fait de ne pas bosser obligatoirement dans un bureau, c'est tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Si tu veux faire un peu chez toi ou un petit peu en coworking, tu peux. C'est ça qui est cool. Ouais. Et nous, ça nous arrive souvent le matin, par exemple, de rester à l'appart, faire nos calls, faire toutes les choses qu'on a besoin de faire, ou du coup, on va peut-être faire du bruit, faire des vidéos, etc. Et puis l'après-midi, d'aller bosser dans un café, et puis voilà, quoi. Donc ça, tu peux faire tout comme tu veux, quoi. Ouais. Ça a l'avantage de te dire tous les jours, si tu veux, tu peux changer de lieu de travail. Mais si tu veux aussi, tu peux très bien aller tous les jours au même endroit. Si tu vas tous les jours dans le même coworking, ça te fait comme ton bureau, quoi. C'est ça. C'est une routine et tu as toujours des gens à rencontrer en même temps, quoi. Et pour bosser à distance, c'est quoi vos meilleurs outils? Alors, moi, je pense qu'on va être complémentaires. Mais on a sensiblement les mêmes. Moi, j'utilise Slack quotidiennement et avec tous mes clients. Maintenant, je commence même à l'utiliser pour des projets perso, donc c'est pour dire. Je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un système de messagerie asynchrone. Du coup, voilà, tu peux faire des thématiques en fonction des sujets, tu peux faire des channels en fonction des sujets, et ça permet de mettre toute l'équipe dans ta messagerie et d'avoir un suivi autre que les mails, en fait. Ouais, je sais que nous, on utilise Slack aussi dans la boîte. Ça évite d'être bombardé de mails. Tu peux envoyer juste à la bonne personne et répondre super rapidement. C'est vrai que c'est top. Ouais. Et tout est, moi, ce que je trouve cool, c'est que tout est au même endroit. Tu retrouves tes fichiers, tu retrouves tes discussions. Et donc, voilà, t'as pas besoin de fouiller dans tes mails pendant 3 heures. Donc, c'est assez pratique. Ouais, après moi, je pense que nous, ça va être pareil. On a toute la suite Google Doc, Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Le gros avantage, c'est que il y a l'aspect collaboratif. Et donc, du coup, on peut partager des documents avec ses clients et ils peuvent annoter et faire des modifications directement. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus. C'est ce que j'utilise assez régulièrement. Et un autre outil, ça s'appelle Loom. Donc, ça permet d'enregistrer des vidéos où tu enregistres ton écran. Et
ça, c'est pas mal pour, par exemple, faire suivre des tutos, par exemple, à tes clients. Un exemple hyper concret, moi, lorsque j'onboard, entre guillemets, un nouveau client, donc quand je travaille avec un nouveau client, j'ai un onboarding qui est fait en ligne exprès justement pour éviter le fait qu'on ne soit pas à proximité. Donc, du coup, c'est un tutoriel avec un tunnel hyper clair pour qu'en 30 minutes, la personne puisse me donner toutes ces informations, m'ajouter à son business manager. Donc, pour ceux qui connaissent le business manager avec Facebook, c'est pour pouvoir faire les publicités. Donc, il y a tout ça. Et ensuite, ça permet directement en fait, que la personne soit autonome, que le client soit autonome. Et donc, du coup, j'ai un système, entre guillemets, qui permet d'éviter de faire 10 calls différents juste pour que moi, je m'inscrive avec eux sur Facebook. Ok. Est-ce qu'on voit... Ah oui, tu es là, parce que du coup, on ne te voit plus. Un autre outil qu'on utilise, je pense, quotidiennement, c'est Notion. Ouais. Notion, comment le décrire Pour moi, c'est vraiment un système d'organisation où tu peux mettre tous tes fichiers dans un même, comment on dit Un même endroit. Ouais, un même endroit. En gros, moi, je me fais mes to-do dedans. J'ai tous mes clients dans certains fichiers avec toutes les infos qu'on va me donner. Enfin, voilà, tu peux tout te faire dans Notion. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je l'ai pas très bien décrit, mais une bibliothèque avec tous les contenus, donc c'est vraiment top. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous utilisez Trello ou pas? Pardon? Trello, est-ce que vous utilisez? Ah non, bah justement, Notion, je pense qu'on peut avoir sensiblement les mêmes informations. Ah si, quoi, Trello, je l'utilise juste avec un seul client, c'est parce que c'est lui qui l'utilisait. Mais c'est pas quelque chose que je vais proposer directement avec mes clients. Moi, je préfère avoir mes outils et c'est plus eux qui s'adaptent que l'inverse, sauf exception. Après, Notion, l'avantage, c'est que ça regroupe justement tout ce que beaucoup d'outils font comme Trello pour moi. Et donc, je préfère avoir un seul outil où je sais qu'il y aura tout dedans. Voilà, que j'ai juste besoin de me connecter à mon Notion et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ok. Ça peut gagner du temps. Et oui, pour revenir aussi sur Loom, donc au-delà de faire tout ce système automatisé pour que le client soit indépendant sur le processus d'onboarding, j'utilise aussi régulièrement pour faire des comptes rendus de semaine, par exemple. Donc, avec certains clients, je fais des comptes rendus hebdo. Et au lieu d'envoyer juste un gros pavé avec ce qui s'est passé dans la semaine, et pour ajouter aussi un peu plus d'humanité, vu qu'on ne se voit pas souvent, j'enregistre mon écran, je fais une vidéo et en 5 minutes, je filme mon écran, je dis cette semaine, j'ai fait ça, les résultats, c'est ça. Et comme ça, c'est beaucoup plus vivant. Et aussi en vidéo, c'est beaucoup plus simple d'évoquer certains points plutôt que de faire des gros pavés de texte, par exemple. Énorme. Oui. C'est Ouais. Puis c'est cool de le faire comme justement on est à distance, on ne se voit pas. Ouais. C'est cool d'essayer de garder du lien avec ses clients. Clairement. Parce que ça peut vite paraître compliqué. Donc il faut quand même, pour le coup, les outils sont hyper importants dans ces moments-là. Ouais. Parce qu'avec les clients, vos échanges, c'est plus souvent en visio ou plus souvent par téléphone ou par message? Visio. En gros, moi, ça dépend avec les clients, mais souvent, moi, j'ai un process où je dis on va faire par exemple 2 visios dans le mois et les jours où on fait pas de visio, à la fin de semaine, j'envoie une vidéo comme ça. Il y a un peu toutes les semaines un contact, même si soit il est asynchrone, soit il est complètement directement. Et après, sinon, c'est les mails. Ok. Ouais, moi, c'est Slack tous les jours quasiment. Et après, quelques visios dans le mois. Mais c'est vrai que c'est Slack, moi, vraiment l'outil principal pour communiquer. C'est bien pratique. Ok. Et est-ce que vous avez des conseils pour ne pas procrastiner, mais aussi justement ne pas trop dépasser sur sa vie perso, ne pas bosser tout le temps? Alors, on commence par lequel? Après, je pense que la réponse, c'est l'organisation pour les deux. Comment dire? Moi, ce que je fais, du coup, c'est que tous les dimanches, souvent, je fais ça le dimanche, j'organise ma semaine suivante. Alors, parfois, je le fais le vendredi, mais souvent, j'organise ma semaine suivante parce que ça me permet de voir un peu à quoi va ressembler ma semaine, quand est-ce que j'ai un peu de temps libre pour peut-être s'il y a des imprévus ou des choses comme ça à faire en plus, ou du personnel, etc. Donc, toutes les semaines, je me dis, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Donc, toujours sur mon petit Notion. Je m'écris ça par jour et par horaire.
Et depuis ça, j'ai gagné en productivité un truc de malade. Parce que j'ai une petite satisfaction le soir de me dire j'ai fini ma to-do, quoi. Donc, c'est très différent. C'est un peu différent d'une to-do que je me faisais à l'époque où je m'écrivais juste tout ce que j'avais à faire et je cochais. Là, je me fixe vraiment des horaires et du coup, je vois vraiment si ma semaine est remplie ou non, quoi. Ouais, moi, je dirais pareil. Après, peut-être pas aussi l'été que Jeanne. Moi, je suis peut-être plus au jour le jour. Et surtout, j'essaye aussi à chaque fois d'avoir un temps pour mes clients et un temps qui n'est pas pour mes clients. Donc, quand je travaille pour mes clients, ben, je vais avoir un agenda, mais quand je travaille pas pour mes clients, ben, du coup, parfois, ça déborde le soir. Qu'est-ce qui est considéré comme du travail et qui est pas considéré comme du travail, qui est considéré comme du non-travail. Pareil, ça aussi, c'est assez variable. Donc, ça dépend si la vision qu'on a. Moi, ça me dérange pas typiquement de bosser le week-end si je sais que je bosse pas pour mes clients et que je bosse pour améliorer mon business, améliorer mes process, etc. Et ça, je considère pas que c'est du travail. C'est un truc tout bête. Et après, un autre point en termes de productivité, peut-être plus à un instant T. Donc moi, ce que je préconise vraiment, c'est d'avoir des travails, enfin, on appelle ça du deep work. Du coup, c'est de faire du travail profond et en fait de couper toutes les distractions pour avoir des temps où en fait vous allez travailler de manière hyper efficace. Donc moi, je fais des sessions de 49 minutes, par exemple. J'ai un minuteur sur mon ordi et pendant 49 minutes, je coupe toutes les notifications. Genre, je mets même des extensions Chrome sur mon ordi parce que parfois j'ai tendance à me perdre sur YouTube. Donc mon extension, quand je vais sur YouTube, la page est toute blanche, il y a 0 recommandation. Donc je fais ce genre de truc. Et du coup, pendant 49 minutes, je fais toutes les tâches que je peux faire. Et après, derrière, il y a une pause de 15 minutes. Et après, je fais plusieurs sessions comme ça. Et toutes les 3 sessions, il y a une pause de 30 minutes. Voilà, ça va paraître un peu compliqué, mais j'ai un outil qui fait ça tout seul. C'est un peu comme Pomodoro, du coup, mais revisité. J'avoue que moi, je fais pas ça parce que je le fais plus à l'instinct et plus en fonction de ce que j'ai à faire. Je pense que ça dépend vraiment des personnes, il faut tester. Mais pareil, il faut que je coupe les distractions. Typiquement, moi, c'est le téléphone. Si j'ai mon téléphone avec les notifs à côté, clairement, pour moi, c'est ce genre de choses qui te font procrastiner. C'est ton téléphone et les notifs que tu vas recevoir. Si tu as ta boîte mail qui fait le bruit des mails toutes les 2 secondes, au final, tu vas ouvrir tes mails. C'est mieux, en fait, de se donner des horaires fixes de 10h à 11h tous les matins. Je regarde les mails et je réponds à mes mails. Je donne des horaires au hasard, ça dépend du temps que ça te prend. Ou tous les soirs. Moi, je sais que maintenant, Slack, plus ça va, plus j'ai de messages et donc, ça me perturbe pendant mes temps de production. Donc, ce que je fais, c'est que le matin, je vais sur Slack, je lis les messages, je regarde s'il y a des choses que je dois savoir absolument pour aujourd'hui. Ensuite, je coupe quand je fais de la production. Pareil, l'après-midi, je regarde en début d'après-midi et puis après, je vais regarder le soir. Mais si je laisse Slack tout le temps et les notifs, je vais tout le temps être coupée, je vais parler avec tout le monde. Au final, je vais jamais avancer et je n'aurai pas fait grand-chose de ma journée à part répondre à mes clients, quoi. Ouais, c'est vrai que maintenant, on a tellement de notifs partout qu'on est vite tenté de commencer 4 choses en même temps et au final, de rien faire concrètement. Du coup, c'est vrai que ça peut être une bonne solution de s'imposer des temps. On bosse à fond, on coupe toutes les notifs, etc. Si on voit qu'on n'arrive pas trop à se concentrer et à ne pas être distrait par un mail ou… Ouais, et du coup, le gros avantage aussi d'être indépendant par rapport à cette situation, parce que ça, c'est des concepts que je connaissais bien avant quand j'étais salarié, mais aller faire votre open space, bosser pendant 49 minutes et quand il y a quelqu'un qui vient vous voir, vous dites non, je travaille, c'est compliqué. Donc, le fait d'être indépendant, ça permet aussi justement de faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous taper sur l'épaule pendant que vous êtes dans une session de travail. Quand vous êtes distrait, apparemment, ça met 20 minutes à se remettre en action. Donc, voilà. Il n'y a pas non plus le collègue qui vient de parler toutes les 3 minutes qui pour te demander comment s'est passée ta journée quand tu es en open space. C'est vrai que voilà, ça fait partie aussi des choses qui perturbent. Oui, parce que c'est vrai qu'au bureau, bon, c'est sympa comme d'avoir le contact avec les gens, etc. Mais au final, il y a des journées où on est moins productif parce que on a passé la moitié du temps à échanger avec les collègues, quoi. C'est ça. Ok. Bien noté pour les petits outils, du coup. Est-ce que vous avez des conseils pour choisir un espace de coworking ou pas? Alors, comment on les choisit? Alors, nous, on n'est pas… On bosse plus de chez nous dans les cafés en règle générale. Après, on a quand même testé le coworking. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une journée d'essai souvent pour voir ce que ça donne, si vraiment je m'y sens bien.
Ce qu'on regarde, nous, en règle générale, forcément, la connexion Wi-Fi. Est-ce que les chaises sont confortables parce que c'est important quand tu restes toute la journée sur ton ordinateur. Est-ce que je me tiens bien? Voilà, si c'est pas confortable avec ta mal au dos à la fin de la journée, c'est vrai que c'est pas super. Est-ce que c'est silencieux et tout ça? Après, ça dépend des besoins de chacun. Moi, j'ai besoin juste d'avoir une bonne connexion Internet et que ce soit un peu mignon. Ouais, que ce soit inspirant quand même. Ouais, parce que j'aime pas avoir ce côté froid de bureau tout blanc et juste une plante au bout de la salle pour faire genre il y a de l'ambiance. Donc voilà, ça dépend des gens. Faut tester, faut voir. En testant, en fait, on se rend compte ce dont on a vraiment besoin, quoi. Et nous concernant les coworking, du coup, vu que nous on aime pas mal varier entre si on travaille chez nous ou dans des cafés, le fait de prendre des coworking, nous on trouve ça un peu contraignant le fait de, si tu prends un abonnement au mois par exemple, de devoir tout le temps aller dans le même parce que tu as payé au mois. Donc, du coup, si on prend des coworking, on va privilégier à la journée et on va peut-être faire 1 à 2 jours par semaine pour pouvoir en fait garder la flexibilité et pas se dire ah ok, j'ai envie d'aller dans un café, mais vu que j'ai payé mon abonnement au coworking, je suis obligé d'aller au coworking par exemple. Ouais, on aime bien changer d'endroit en vrai, nous. On n'est pas fixe. Et justement, si on a envie de se lancer carrément en digital nomade, c'est quoi les meilleurs endroits du coup pour le faire pour vous? Les meilleurs les pays, tu veux dire? Ouais. Peut-être dire là où on est allé déjà. Oui, déjà, on va dire où on est allé peut-être. Vas-y, je te laisse. Ouais, on a été à Bali, en Malaisie, au Vietnam, à Hong Kong. Après, on a fait la France. Ouais. On a fait Paris, Rennes, Marseille, Biarritz, Bordeaux. Moi, j'ai bossé un peu en Martinique. Moi, j'étais à Montréal. Là, on était séparés. Et là, maintenant, on fait l'Europe. On est au Portugal. On est à Porto. Les meilleurs endroits, alors je pense que ça c'est pareil, c'est hyper personnel, même si il y a des choses qui sont importantes, il y a une liste de choses qu'il faut qu'il y ait. Quand on pense digital nomade, on se dit peut-être trop bien, je vais pouvoir aller sur mon île déserte et bosser pour mes clients s'ils acceptent que je bosse à distance. Sauf que la réalité, c'est qu'on a des besoins en tant que digital nomade et le premier, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. C'est le besoin le plus important. Ça dépend évidemment du métier que tu fais, mais nous, on est quand même connectés toute la journée et on a besoin d'être connectés toute la journée. Donc voilà, donc ça, c'est un point important. On ne peut pas aujourd'hui aller dans une ville paumée où il y aura des coupures Internet tous les 2 jours, quoi. Donc, on est obligé de choisir des endroits où on sait qu'Internet va être bon, donc c'est quand même des endroits un peu développés. Ouais, ça limite déjà le côté paradisiaque où il n'y a que toi, déjà. C'est ça. On est obligé de se retrouver quand même dans des endroits où il y a de la vie, etc. Tu peux pas. Après, si tu écris un bouquin ou que tu es rédacteur et que tu peux avoir toute ta journée de libre, clairement, tu peux le faire et tant mieux pour toi. Donc, ça, c'est très cool. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai préféré niveau facilité, c'était Bali. Parce que là-bas, il y a énormément de cafés d'où bosser. Que la vie est très belle et peu coûteuse et donc tu peux vivre un peu comme un roi entre guillemets, mais enfin tu peux vraiment te faire plaisir, avoir une belle maison, avoir une piscine pour pas beaucoup plus cher que quand tu vis à Paris finalement. Il y avait énormément de digital nomades aussi. Beaucoup internationaux du coup c'est assez marrant parce que en France, c'est assez balbutiant comme mouvement, même s'il y avait une communauté de Français et parfois on faisait des apéros, on était peut-être une trentaine, une quarantaine. Donc c'était marrant, mais ils viennent d'un peu partout et du coup c'est assez sympa de voir que peut-être aux États-Unis c'est genre hyper développé de faire ça et on va pas te prendre pour un fou, contrairement ou quand on revient en France et qu'on en parle à certaines personnes de notre mode de vie. Donc il y a ça. Après, on va peut-être dire par ville qu'on a fait ce qu'on a pensé, parce que ça peut être intéressant aussi pour voir ce qui peut bloquer. Donc ensuite, on a été en Malaisie. Personnellement, j'ai pas hyper adoré parce que après Bali, justement, c'est un petit choc dans le sens où on s'est retrouvé vraiment dans la ville. Il y a beaucoup Internet, mais il y avait plus beaucoup de freelance ou alors que la même typologie de freelance. Là-bas, il y a beaucoup de développeurs, en fait.
Et nous, on n'est pas développeurs. Et du coup, c'est des communautés de développeurs qui se retrouvent pour faire des journées de coworking entre développeurs. En fait, on n'était pas conviés. Ça a été plus difficile. Si on avait commencé par la Malaisie sans avoir fait Bali peut-être avant, peut-être qu'on aurait adoré la Malaisie, mais ça a été plus compliqué. Ouais. On pouvait bosser dans des cafés, mais ça nous arrivait plein de fois d'avoir des galères d'Internet. Voilà, c'était pas le mieux, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, il y a pas mal de développeurs qui vont là-bas pour bosser ensemble, quoi. Bah ouais, mais on savait pas. Après, on a fait le Vietnam. On était à côté de Hoi An et là, on s'est rendu compte que c'était pas du tout courant de bosser dans des cafés. On était souvent un peu seuls à ouvrir nos ordis, à vouloir bosser de café. Donc là, ça aussi, c'est compliqué. Quand du coup, tu es obligé de bosser, par exemple, tous les jours chez toi. Nous, on avait un studio. Être toute la journée dans ton studio, plus le soir, etc., ça peut vite paraître compliqué. Ouais. Et voilà, après, du coup, en termes d'avantages et d'inconvénients, là, dans ces régions, on va faire peut-être au global en Asie. Il y avait le décalage horaire. Beaucoup de personnes nous ont demandé si c'était un problème. Nous, on trouvait ça avantageux dans ce sens, dans le sens où en fait on avait de l'avance entre guillemets sur la France. Et typiquement, quand on se levait en Asie, et bien du coup en France les gens dormaient encore, donc du coup on avait le temps le matin de faire un peu nos vies et du coup jusqu'à qu'il soit 15h en Asie pour qu'il soit 9h en France, et là du coup les clients commençaient à se réveiller, à s'activer, etc. Donc on avait toute la matinée jusqu'à 15h qui était hyper productif en sachant qu'on n'avait même pas besoin de regarder nos mails parce que ils n'allaient pas nous envoyer de mails. C'est comme quand tu bosses un jour férié, quoi. C'est genre personne te dérange, du coup tu es focus sur ton boulot. Voilà, mais après du coup ça peut avoir un inconvénient dans le sens où moi je me suis retrouvé dans des coworking à 23h pour faire des calls. Oui, après s'il y a si tu bosses en équipe, etc., et qu'il y a des calls, si tu es le seul avec 8 heures de décalage, tout le monde ne va pas décaler le call pour toi. Donc voilà, donc il faut s'adapter quand tu es digital nomade si tu veux. Enfin, c'est toi qui imposes un peu ton mode de vie. Donc, en soi, tu dois t'adapter aux besoins de tes clients. Et s'ils ont des réunions à 8 heures le soir et que toi, il est minuit, tu peux dire non une fois, mais tu peux pas dire non à chaque fois, quoi. Ouais. Et parce que clairement, c'est hyper important de dire qu'en fait, c'est un choix de vie personnel. C'est toi qui décides ça. Donc, faut pas que ton client il se sente lésé par rapport à ça. Ouais, sinon, il partira avec quelqu'un d'autre. Il va partir avec quelqu'un d'autre. Souvent, on nous demande est-ce qu'il y a un avantage pour vos clients que vous soyez à distance ou pas. En fait, justement, il n'y a pas forcément d'avantage. Il peut en termes d'épanouissement, etc. Mais il faut juste qu'il n'y ait pas de désavantage. Ça va être hyper important. Il faut pas qu'il y ait un désavantage. Il faut pas qu'ils se disent ok, je préfère prendre quelqu'un qui est sur place parce que du coup, là, c'est compliqué avec cette personne. Oui, parce que ça, justement, je voulais en venir parce que il y a des clients qui ont un peu du mal déjà de base à lâcher ce que des personnes ne sont pas au bureau et accepter du télétravail au moins. Enfin, il y a certains qui acceptent à la limite 1 ou 2 jours par semaine, mais pas forcément tout le temps. Donc déjà, comment on fait pour convaincre les clients que si on peut tout à fait bosser à distance et être efficace sans que ait ce besoin de contrôler, etc. Et oui, quand on décide de bosser dans un endroit où c'est pas le même fuseau horaire, comment les rassurer aussi un peu là-dessus, quoi. Est-ce que vous avez moi, je dirais que le secret entre guillemets, ça aussi, c'est hyper important quand on se lance en freelance, c'est peut-être pas forcément de calquer le même métier qu'on avait quand on était salarié, mais essayer d'avoir une offre vraiment qui va répondre à un problème qui est entre guillemets douloureux pour un client. Et en fait, on est tellement spécialisé ou on est tellement expert pour répondre à ce problème que la distance en fait devient anecdotique. En fait, il a tellement besoin de vous que il va se dire moi je vais travailler avec lui. S'il travaille à distance, ça fait partie du jeu. Si vous êtes un peu généraliste et que vous ressemblez à 10 autres personnes, il va dire ok, je vais choisir la personne qui est sur place. Puisque si vous avez cette offre qui est hyper intéressante et que vous avez vraiment compris le cœur du problème de vos clients, et bien du coup c'est limite lui qui va prier pour travailler avec vous et pas l'inverse. Oui. Après, ça dépend aussi des métiers. Mais par exemple, quand on est développeur, on peut carrément bosser à distance. Après, quand on est manager de transition, chef de projet, là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a évidemment des métiers où c'est plus compliqué. Après, typiquement, moi, je vais donner un exemple qu'on nous a déjà demandé, mais quelqu'un qui est infirmière et qui va nous dire
si j'ai envie d'être digital nomade, comment je fais? Après, on reste persuadé quand même que si tu as vraiment envie d'être moi, j'étais chef de projet avant en agence. Aujourd'hui, je suis plus chef de projet et j'ai appris un autre métier parce que je voulais être digital nomade. Mais parce que je savais que ça allait être trop compliqué pour gérer justement les horaires, les deadlines, etc. et de ne pas être sur place encore plus. Donc, moi, je suis quand même persuadée qu'on peut créer l'offre qui correspond à ton mode de vie et à ce que tu as envie de faire. Et c'est là où ça devient intéressant. Même si tu es infirmière aujourd'hui, je donne cet exemple parce que je pense qu'il est parlant. Qu'est-ce que tu peux créer demain pour gagner ta vie en ligne? Je suis sûre qu'il y a plein de trucs à faire. C'est juste qu'en effet, il faut prendre le temps de réfléchir et questionner les gens autour de toi pour savoir qu'est-ce qui manque dans ce milieu, en fait. Moi, clairement, avant, j'étais consultant en transformation digitale et mon métier, c'était de faire des conférences en présentiel. Donc, quelque chose que j'aurais pas du tout pu faire en digital nomade. Et donc, du coup, j'ai dû me réinventer et c'est là que j'ai pivoté. Je me suis formé tout seul pour aller vers cette spécialisation de faire de la publicité sur Facebook. Ok. Oui, c'est vrai, on n'est pas obligé de rester sur son métier. Si on a vraiment envie de bosser n'importe où, le métier qu'on fait à la base le permet pas forcément pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre qui peut me permettre de… Ouais, ou qu'est-ce que je peux faire en plus pour peut-être partir un mois dans l'année en tant que digital nomade et du coup être, je sais pas… encore une fois, l'exemple de l'infirmière, mais je peux être infirmière 9 mois dans l'année et puis après partir. C'est vrai que c'est l'avantage quand on est freelance. On peut partager son année limite faire un gros projet limite en France, presque en présentiel, et on se laisse 2-3 mois. On fait d'autres projets peut-être un peu plus cool et qui nous permettent le temps de lancer le truc et de voir si ça fonctionne et de voir si ça plaît aussi. Ouais. Et au niveau des pareil, toujours un peu pour bosser à distance, etc. Vous avez eu besoin de négocier vraiment avec des clients ou pas? Moi, jamais. À chaque fois, en gros, ça vient, je fais le processus de vente et ça vient un peu à la fin en disant, en fait, moi, je travaille à distance, est-ce que ça vous va? Et en fait, la personne est plus ou moins déjà convaincue qu'elle veut bosser avec moi parce qu'elle pense que je peux résoudre son problème et moi, du coup, je lui fais comprendre que je peux. Et donc, du coup, ça devient anecdotique. Moi, la même chose, ça arrive souvent à la fin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de mes clients sont également à distance et toutes les équipes sont à distance, donc c'est un gros avantage. Et surtout là, depuis le corona, maintenant c'est plus courant. C'est plus courant et c'est même plus discuté. C'est vrai que maintenant, ça me paraît plus facile qu'avant, en fait. Enfin, on n'a jamais eu à batailler. On n'a jamais eu à batailler pour dire on est à distance, etc. Aussi parce que pour moi, ça passe vachement par le fait de proposer de nous-mêmes des outils. Là, je vois par exemple Andreas qui a écrit dans le chat qui dit moi, je m'adapte aux outils de mes clients. Nous, en fait, c'est l'inverse. Nous, on arrive avec nos outils, on gère notre organisation parce qu'on est digital nomade et ça va marcher comme ça. Et pour moi, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, je pense, pour nous. Parce que si on s'adaptait aux outils de nos clients, il y aurait plein de petits blocages parce que souvent, eux, ils se voient, ils se rencontrent, etc. Nous, on ne peut pas. Ouais, après, je sais que Andreas, il bosse en tant que product owner, du coup, sur des méthodes agiles, etc. Et du coup, je disais juste par rapport à ce qu'elle disait, ça dépend encore une fois des métiers, etc. Je me doute qu'on ne peut pas le faire pour tout et pour tout le monde. On ne peut pas toujours imposer ce qu'on fait, quoi. Ah, tu as parlé d'une extension pour Deep Work. Ouais, ça s'appelle Bifocus Pro. C'est sur, je crois que c'est sur l'Apple, Store, c'est sur l'Apple Store. Donc je sais pas si pour ceux qui ont Windows. Donc je vais l'écrire. Et tu l'as sur le tel aussi. Sur le téléphone. Hop, Bifocus Pro. Et du coup, il doit peut-être y avoir un équivalent sur Windows. En gros, c'est un Pomodoro un peu amélioré. Okay. Et tu peux régler tes timings et tout. Si tu veux mettre plus longtemps que le temps officiel de Pomodoro, tu veux quoi. Ok. Je pense que je vais tester, moi. Je testerai ça la semaine prochaine. C'est sympa de s'entendre avec le client pour le télétravail. Ouais. C'est vrai que même nous, on le voit. Il y a des clients qui ont quand même encore du mal ou qui disent bon, ok, à temps partiel, mais pas tout le temps. Ouais. Après, ça va vachement je pense que ça dépend aussi des clients. Quand il y a ce rapport de confiance, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème.
Donc, mais ça dépend encore une fois des métiers. Hein. Je ne veux pas faire de généralité, hein, parce que mais j'avoue que avant, quand vous étiez chef de projet, vous faisiez du télétravail de temps en temps ou pas du tout? Moi, je faisais 1 jour par semaine. Ok. Non, moi, c'était hyper mal vu. C'était en mode, si tu es chez toi, c'est que tu bosses pas. Donc, ouais. Donc voilà, donc je comprends très bien que certaines personnes soient fermées puisque je l'ai vécu, mais ok, ça marche. Je sais pas si certains ont des questions à poser un peu plus précises au cas où. N'hésitez pas, c'est le moment. Même vous, je sais pas si vous pensez à d'autres conseils à donner. Alors il y a une question de Maxence sur le numéro de téléphone. Ah oui. Merci, c'est très intéressant. Petite question toute simple. Est-ce que vous avez un numéro français pour contacter les clients quand vous étiez en Asie notamment? On garde toujours nos téléphones français, enfin nos cartes françaises, mais après quand on était en Asie, on ne l'allumait pas vraiment. Ouais. Du coup, pour contacter, là comme on est en Europe, c'est très pratique. On s'appelle normalement puisque c'est gratuit. Mais pour contacter nos clients, on le faisait via des outils en ligne, du coup. Ouais, voilà, via Visio. Et en gros, moi, généralement, avec mes clients, j'utilise le téléphone quand il y a vraiment une urgence. Parce que sinon, en fait, vu qu'on travaille en asynchrone, il n'y a pas forcément besoin tout le temps d'avoir le téléphone. Donc, quand on fait une visio, on se le dit à l'avance et on va faire une visio à tel moment. Et après, s'il y a une urgence, là, on s'envoie un texto, par exemple, quand on est en France. Et l'équivalent en Asie, c'était avec WhatsApp. Ok. Voilà. Et moi, comme on se parle tous les jours vraiment via l'outil Slack, du coup, on n'a quasiment jamais besoin de s'appeler. Ou alors, c'est vraiment parce qu'en effet, pareil que Ludo, ça va être parce que c'est une urgence ou que c'est un point qui n'est pas clair. Mais on passe par des outils comme Zoom pour la visio et ça suffit amplement, quoi. Ok. Après, comment vous faites pour trouver vos nouveaux clients? Vous passez par des plateformes, lesquelles? Est-ce que vous faites de la prospection vous-même? Prospection, moi, avant que ça, tout le temps. Et en gros, même quand j'ai des clients et que je manque pas de clients, je prospecte tout le temps. Ça, c'est un peu une des astuces. Il y a beaucoup d'indépendants qui, en fait, connaissent des montagnes russes parce que, en gros, ils arrivent à une fin de contrat et ils cherchent un client. Et c'est là que c'est compliqué. Donc, si vous cherchez tout le temps, techniquement, ça arrive pas. Mais franchement, c'est dur, la prospection, au début surtout. Mais moi, j'ai l'impression de beaucoup plus maîtriser mon acquisition client. Tandis que sur les plateformes, on est quand même sur les plateformes sur Malte, par exemple. Et ça vient un peu par hasard, entre guillemets. Et moi, j'ai vraiment besoin d'avoir cette notion de contrôle. Donc, c'est pour ça que je prospecte tous les jours. Ok. Voilà. On va se retrouver, pendant 2 mois, j'ai pas de mission, c'est la galère. Exactement. Donc, du coup, depuis mon premier client, en fait, je me suis jamais retrouvé sans client depuis, ça va faire presque 1 an là. Ok. Et moi, j'ai pas prospecté. J'avoue que moi, c'est arrivé au début via le réseau, et via Malte. Et depuis, c'est des clients avec qui je bosse toujours. Et maintenant, ça a tendance à arriver avec le bouche à oreille. Voilà. Donc, je ne prospecte pas vraiment, mais je sais qu'il faut prospecter par contre. Mais comme je suis pas à la recherche du tout actuellement, je ne prospecte pas. Mais ouais, surtout, il y a un point pour ajouter à ça, c'est que essayer le plus possible d'avoir des missions long terme. Limite, moi, quand je signe un client, c'est pour 3 mois ou pour rien. Donc, comme ça, moi, ça me permet d'avoir une vision. D'avoir 15 missions de 2 semaines. Exactement. Ça, à mon avis, c'est juste fatigant. Après, encore une fois, ça dépend des métiers, mais c'est vrai que c'est fatigant. Et nous, on se limite aussi à un nombre de clients pour avoir une qualité de travail et le temps de… Enfin, on n'est pas du genre à avoir 10 clients en même temps, quoi. J'ai 4 clients et c'est le maximum pour moi parce que déjà, ça me prend énormément de temps et d'énergie et que j'ai besoin de m'y retrouver, de savoir où j'en suis, d'être disponible aussi pour eux. Et puis, pour bien faire mon travail, je ne peux pas en avoir plus. Donc, on n'est vraiment pas team petit client et plan de mission. Plus justement des grosses missions long terme avec quelques clients qu'on essaie de garder le plus longtemps possible si ça se passe bien, quoi. Ouais. Et la notion de petit, il n'y a pas du tout on méprise pas du tout les petites missions entre guillemets. Au début, moi j'ai écrit des articles à 200 €. C'était compliqué. Au début, c'est normal, mais après, le plus possible, essayer de monter en gamme en disant vaut mieux avoir 3 clients à 1 000 € que 6 clients
à 500 euros. Ouais, monter en gamme et justement sortir des plateformes pour revenir sur la question, parce que pour moi, on peut pas juste attendre que les personnes arrivent des plateformes. Si demain, plus personne n'arrive sur la plateforme pour te contacter, comment tu vas faire, quoi? C'est un compliment, quoi. Faut prospecter. Les plateformes, ça vous fait un truc en plus, quand même. Mais faut pas se reposer que. Clairement, Ah, on les a perdus. Je pense qu'ils vont revenir rapidement. Ouais, c'est bon. Vous avez perdu. On a des petits... Oui. Voilà. Question de Guillaume. Vous connaissez des plateformes sympas pour mettre en relation des freelances indépendants avec du full télétravail? Je crois en France, il n'y en a pas. Non, c'est que américain, non? Ouais. Ou anglais, je sais plus. Ouais, il y a pas mal de plateformes ou full remote. Après, aux États-Unis, c'est un peu différent parce que en France, le full remote est vachement, c'est assez rare. Et on peut avoir un CDI en remote, nous on en connaît, mais souvent parfois c'est un peu la galère en disant que dans le code du travail c'est compliqué, etc. Alors qu'aux États-Unis, ils ont des contrats qui sont un peu différents, donc du coup ça pose moins souci. Ok. Mais ouais, on n'avait pas une. Si, tu sais, la plateforme. Je sais plus. Bon, si ça nous revient. Si ça nous revient, on redira. Mais j'avoue que pour la France, on n'en connaît pas et je crois qu'il n'en existe pas, si je dis pas de bêtises. Ah, et du coup, là, je reviens pour les outils. C'est pas vraiment un outil, c'est plus une plateforme. Du coup, ça me fait penser. C'est Nomad List. Donc, c'est un site qui est très cool. Nous, c'est avant de se lancer, c'est le site on regardait limite tous les jours. Et en gros, c'est un espèce d'annuaire de régions qui sont digital nomad friendly avec des notes en fonction de critères tels que la qualité de vie, le coût de la vie, la qualité du Wi-Fi, etc. C'est très cool quand tu as besoin de choisir une destination, si tu as un doute si c'est digital nomad friendly ou pas. Nous, on regarde encore aujourd'hui tout le temps. Ça te dit, il y a un truc qui est très cool aussi que je dis à chaque fois, mais en tant que nana, si tu voyages seule et que tu as peur, bah, ça te dit si c'est safe pour une nana, s'ils sont ouverts d'esprit. Enfin, il y a plein de petites données intéressantes, le coût de la vie pour un mois. Voilà, donc c'est hyper chouette. Ouais. Après, juste attention au coût de la vie. Le coût de la vie pour un mois, nous on le trouve un peu surestimé. À chaque fois, il est un peu surestimé. Donc, il faut peser le pour et le contre. Ok, ça marche. Mais je ne sais pas s'il y a des dernières questions, mais ça va être la fin. C'est Mathieu qui est en train d'écrire. On attend sa petite question. N'écris pas n'importe quoi, Mathieu. On attend. Ah. Est-ce que vous pensez que c'est un mode de vie accessible en sortant des études? C'est une très bonne question. Moi, je pense personnellement que si j'avais pas une expérience en entreprise, je pense que ça aurait été complètement différent. Mais après, moi, je connais des gens qui ont jamais travaillé, qui ont fait ça direct après les études. Mais moi, c'était plus pour le cadre, un peu connaître combien des clients peuvent facturer, etc. En fait, je pense que c'est plus le freelancing que le mode de vie. Je pense que tu as peut-être besoin d'apprendre des choses quand tu es dans une entreprise. Moi, c'est mon avis. Hein. Mais en termes de cadre, en termes de productivité, en termes de méthode de travail, etc., je pense que j'ai appris beaucoup de choses en étant salarié. Et même en termes de relations avec des clients, quand tu es chef de projet, tu parles avec d'autres clients, comment tu fais des factures, etc. Et je pense que ça, c'est des choses que à l'école, tu n'apprends pas. Mais c'est pas trop intéressant d'avoir. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. J'ai travaillé 6 ans en agence et sans ça, je ne sais pas si aujourd'hui j'arriverais à me vendre au prix auquel je me vends, qui est quand même une étape importante quand on est freelance. Oui. C'est-à-dire que j'ai bossé dans une agence où les prix étaient démesurés, clairement. Et donc, je connais un peu les prix du marché pour ce que je fais. Mais du coup, forcément, je ne me fais pas payer le prix d'une agence. Hein. Mais ça me permet d'avoir confiance aussi en ce que je propose, confiance en mes tarifs et du coup, c'est quand même plus simple, quoi. Et pareil, au niveau organisation, j'ai appris énormément de choses en étant chef de projet et en gérant 10 projets en même temps. Donc, je pense que c'est accessible en sortant des études. Si tu as envie de le faire, carrément, vas-y. Mais l'expérience en CDI, pour moi, en tout cas, moi, personnellement, elle n'était pas… Ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, c'était pas négligeable, quoi. Bah, ça permet même, quand
on se lance en freelance, si on a fait déjà un CDI ou même un CDD dans plusieurs entreprises, on a déjà quand même quelque chose sur le CV, quoi. On peut proposer. Ouais, et ça nous crée Oui, ça fait un portfolio aussi sur ce que tu as pu déjà faire si tu as bossé un peu dans les mêmes domaines, quoi. Ouais. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose, je crois que j'ai oublié. Ouais, non, là, je voulais dire que moi, je connais des gens qui, directement après les études, qui se sont lancés, mais du coup, ça sera un petit peu plus dur. Il y aura une courbe d'apprentissage qui sera peut-être un peu plus importante parce que entre les études et se lever et dire, à 9 heures, je suis sur mon ordi pour bosser, sans s'il y a personne qui va te le dire, mais je pense que c'est peut-être un peu différent versus quand tu as bossé dans un CDI en termes de discipline. Je pense qu'après, c'est plus simple de faire la transition. Et après aussi, c'est beaucoup plus cool de dire que tu as bossé dans un CDI et après, tu deviens indépendant et tu vois vraiment la différence entre les deux. Tu dis que en fait, c'est vraiment chouette d'être indépendant versus la vie que tu avais avant, par exemple. Ouais. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour et ça fait. Ouais, c'est ça, on a fait le temps, les 45 minutes. Merci à tous d'avoir été là. Merci surtout à vous deux. C'était super cool d'avoir votre retour et vos conseils. Merci à toi pour l'invitation. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On est dispo sur soit ici, je ne sais pas si on pourra encore répondre, soit sinon vous nous retrouvez, on s'appelle Nomad Pass. Sur YouTube, vous avez notre chaîne YouTube, vous pouvez voir nos vidéos, mettre des commentaires, interagir avec nous. Voilà. Vos questions aussi, si besoin. Donc, merci à tous. Et puis, bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers nous. Et gros bisous tout le monde. Salut. Salut.